Fin de la visite d'État du président de la République dans le district du Zanzan. Le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan cet après-midi après 4 jours passés avec les populations des régions du Gontougo et du Boukani. Une édition spéciale dans une quinzaine de minutes. Dans l'actualité, les travaux de la 31e session du Conseil des ministres de l'autorité du bassin du Niger. La cérémonie d'ouverture se déroule en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Dans ce journal, nous parlerons de la 25e journée mondiale de lutte contre le sida célébrée demain samedi. Cette édition 2012 a pour thème « Zéro décès lié au VIH-Sida ». Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue aux 20h. L'actualité en Côte d'Ivoire toujours dominée par la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le district du Zanzan. En visite d'État dans le nord de Côte d'Ivoire, plus précisément dans le district du Zanzan, le président de la République Alassane Ouattara est de retour à Abidjan. Il a été accueilli à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et des membres du gouvernement. Rappelons que lors de cette visite d'État, le président de la République s'est rendu dans les localités de Bouna, Doropok, Teini, Nassian, Koufao, Transua, Tonda, Gouméré et Bandoukou. La visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans les régions du Gontougo et de Boukani dans le district du Zanzan a donc pris fin. La dernière étape de cette visite d'État du chef de l'État a eu lieu donc ce vendredi dans le département de Bandoukou. Partout où il est passé, le président de la République a parlé de ses priorités, le développement économique et social, la sécurité sur toute l'étendue du territoire, mais surtout la réconciliation nationale. Les comptes rendus de nos envoyés spéciaux dans une quinzaine de minutes dans une édition spéciale qui sera présentée par Victorien Angoua. Il faut ajouter que le président Alassane Ouattara est attendu lundi prochain à Paris où il prendra une part active à la réunion du groupe consultatif sur le financement du plan national de développement. Dans l'actualité nationale, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, était face aux députés. Guénéma Mamadou Koulibaly a soumis 2 projets de loi à nos parlementaires. Le compte-rendu de Victorine Yao Yoboué. Présenté ce vendredi à la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale, le projet de loi portant révision de la Constitution ivoirienne. Une révision nécessaire selon le commissaire du gouvernement, Guénéma Koulibaly, pour formaliser la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Cour pénale internationale. Il s'agit d'une procédure qui est instituée, qui fait que lorsque vous devez modifier la Constitution, il faut que vous demandez l'autorisation de l'Assemblée nationale. Et cette commission a analysé le texte que nous lui avons soumis, l'a adopté, de sorte que si la plénière l'adopte, on pourra réviser notre Constitution en son article 85 en y adjoignant un alinéa 2 qui dit que la Côte d'Ivoire, la République peut reconnaître la compétence de la juridiction de la CPI. Les députés ont examiné et adopté un autre projet de loi relatif aux attributions à l'organisation et au fonctionnement de la CNDHCI, Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. Cette loi, au dit du ministre Guénéma Koulibaly, vient combler quelques insuffisances du cadre institutionnel de la CNDHCI. La précédente Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, qui a fini son mandat le 23 juillet 2012, avait été mise en place sur la base d'un texte qui avait été pris en période exceptionnelle et cette commission n'était pas conforme au principe de Paris. Donc en venant devant l'Assemblée aujourd'hui, il s'agissait pour le gouvernement de faire en sorte que cette institution que nous allons mettre en place soit à l'image de toutes celles qui sont appréciées à travers le monde. La nouvelle CNDHCI définie dans ce projet de loi a un pouvoir plus étendu que la précédente. S'il est adopté en plénière, ce sera un véritable instrument de promotion et de défense des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan était à la cérémonie d'ouverture de 2 rencontres, la 31e session du Conseil des ministres de l'autorité du bassin du Niger et la 69e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO. Compte rendu Alexis Ouedraogo. Une fin de semaine bien remplie pour le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan.
9h déjà ce vendredi matin, une cérémonie d'ouverture, celle de la 31e session du Conseil de l'autorité du bassin du Niger. Un terme clé pour cette réunion, changement climatique. Les différents intervenants le souligneront au cours de leur allocution. Les récentes inondations et sécheresses dans la région du bassin du Niger ont été d'une rare intensité ces dernières années, d'où l'impérieuse nécessité aujourd'hui de trouver des solutions communes au mal. Se mettre ensemble pour relever les défis, le Premier ministre ivoirien l'approuve. L'ABN est une organisation intergouvernementale chargée de promouvoir la coopération entre les États membres et de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations du bassin par la gestion durable des ressources en eau et des écosystèmes associés. Les résultats acquis et résumés par M. le secrétaire exécutif de l'ABN nous reconfortent et témoignent du dynamisme et de la coopération régionale en matière de gestion durable des ressources du bassin. Autre rendez-vous inscrit à l'agenda du chef du gouvernement, la 69e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO. Objectif, examiner des dossiers relatifs à la bonne marche de l'organisation et formuler des recommandations à l'attention des chefs d'État. Au cours de cette session qui devrait s'achever dimanche, les ministres devraient examiner le rapport final de la 12e réunion du comité de l'administration et des finances de la CEDEAO. Votre session se tient au moment où notre région, en dépit de la décélération de l'économie mondiale, confirme les bonnes perspectives économiques avec un taux de croissance projeté à 6,4% pour l'année 2012. Pourtant, cette année a été marquée par des crises institutionnelles et sécuritaires d'une gravité sans précédent pour la cohésion régionale et pour lesquelles notre région a consacré tant d'énergie et d'efforts, notamment pour le retour de la paix et de la normalité constitutionnelle au Mali et à Guinée-Bissau. La dernière session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement a adopté des positions claires pour la sortie de crise. Malgré cette évolution encourageante, l'accompagnement de ces différents processus de sortie de crise va nécessiter des efforts supplémentaires au regard des défis qui restent à relever. Le Conseil examinera en outre le rapport intérimaire du président sortant de la commission de la CEDEAO, Daniel Kablan-Duncan. Du fait de ses nouvelles fonctions, il passe le flambeau au ministre Charles Dibi Kofi. Au moment où je vous fais mes adieux, c'est avec beaucoup de foi en l'avenir que je voudrais vous encourager à poursuivre vos efforts inlassables en faveur de la réalisation des chantiers communautaires qui, comme vous le savez, sont multiples et si chers à notre sous-région. La réunion que vous entamez aujourd'hui constitue la dernière session ordinaire de notre Conseil au titre de l'année 2012. En effet, dans le cadre de cette session bilan, il faudra faire le tour de toutes les questions pendantes à travers un examen approfondi de tous les dossiers en cours, afin de soumettre des propositions conséquentes à la 42e session de la conférence des chefs d'État et du gouvernement prévue pour se tenir prochainement au cours du premier trimestre de l'année 2013. Il faudra aller au-devant de ce qui est fait aujourd'hui en proposant des mesures idoines qui nous permettent de lever les entraves à l'application effective du protocole de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes et des biens et le droit d'établissement. Et je voudrais exprimer en votre nom à tous ma profonde gratitude à nos partenaires traditionnels pour leur précieux soutien à tous nos efforts de développement, de sauvegarde et de consolidation de la paix dans notre sous-région. D'autres questions importantes seront également à l'ordre du jour de cette réunion. Elles portent sur la prolongation des 2 ans du plan d'action régional contre l'abus et le trafic illicite des drogues, ainsi que la criminalité organisée en Afrique de l'Ouest 2008-2012. Demain, samedi 1er décembre, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de lutte contre le sida. Cette 25e édition a pour thème zéro objectif, zéro décès lié au VIH-Sida. Le gouvernement ivoirien, à travers la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymonde Goudou Kofi, a livré un message axé sur une prise en charge thérapeutique de cette infection. Nous vous proposons un extrait de ce message de sensibilisation du gouvernement ivoirien.
Selon le rapport 2011 de l'ONU-SIDA, on estimait en Côte d'Ivoire en 2010 à 450 000 le nombre de personnes vivant avec le VIH, dont 220 000 femmes âgées de plus de 15 ans et plus de 63 000 enfants âgés de 0 à 14 ans. Parmi ceux-ci, on enregistrait 36 000 décès. Face à cette situation, le gouvernement ivoirien a décidé de réagir en rendant les antirétroviraux gratuits pour les malades. Les efforts de lutte ont été perceptibles depuis 2008 lorsque le gouvernement ivoirien a rendu l'accès aux ARV totalement gratuit. Cela a permis de voir un nombre croissant de PVVIH sous traitement ARV qui est passé de 72 011 en 2009 à 82 721 en 2010, puis ensuite à 93 000 en 2011. Mais force est de constater que la population vivant avec le VIH-Sida et ayant un accès aux antirétroviraux représente entre 20 et 39%. La Côte d'Ivoire est donc bien loin de l'accès universel au traitement. D'où la nécessité de renforcer les actions. Ceci passe par un schéma de traitement, des systèmes d'approvisionnement plus simples, plus abordables au plan financier et plus efficaces à travers une intégration plus importante des services de traitement antirétroviral, soins de santé primaire, santé maternelle et infantile, prise en charge de la tuberculose, santé sexuelle et reproductive. Pour relever ce défi, la contribution de tous les acteurs, notamment le secteur privé, le secteur public, la société civile et les partenaires de développement, est souhaitée. De l'économie à présent, les banquiers de Côte d'Ivoire se sont concertés autour d'une préoccupation, celle de relancer le secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Et pour y arriver, ces banquiers ont souhaité une réglementation rigoureuse du secteur du bâtiment. Les détails avec notre reporter Noël Gnagno. 48 heures, 3 exposés, 4 panels ont permis aux banquiers de réfléchir sur la contribution des établissements de crédit dans le financement du logement. À cela, ils ont associé les expériences marocaines et françaises. En France, c'est la première garantie, qui représente à peu près 60% du marché. Et nous, Crédit Logement, on fait à peu près un tiers du marché. Et le gros avantage de ce système, c'est que vous avez 2 garanties, ce qui permet d'offrir un plus grand choix aux prêteurs et aux particuliers, ce qui permet de mieux sécuriser le système du financement du logement et qui permet également de développer commercialement l'activité. À l'arrivée, un constat, le terrain est nu, sans aucun repère, absence de vision globale de l'État pour le logement. Les banquiers ont donc fait des recommandations, portant entre autres sur les exonérations et la mise en place de conditions permettant la construction de logements. Les banques doivent faire preuve de plus d'imagination, également doivent prendre des décisions structurelles de renforcement de leur capacité d'intervention au niveau du renforcement des fonds propres, mais l'État également doit être à l'initiative en facilitant l'accession à la propriété à travers la délivrance des titres de propriété inattaquables et également une incitation au niveau de la fiscalité. L'une des pistes de la feuille de route de Kabaniale, ministre délégué aux Finances, a été prise en compte. La question de l'hypothèque et du crédit à long terme. Nous allons chercher l'argent sur les durées les plus longues parce que, comme vous le savez, dans nos pays, le niveau moyen de revenu n'est pas particulièrement élevé. Donc il faut étaler les remboursements sur une longue période pour permettre à la moyenne des gens de pouvoir payer les mensualités de leur logement sans s'étouffer. À l'occasion de la clôture de cette rencontre, 20 dirigeants de banques ont été honorés avec un cachet spécial à feu Joachim Richemont parce qu'il a su insuffler à la banque en Côte d'Ivoire et en Afrique un dynamisme et permis la promotion de cadres ivoiriens et africains. Conférence de presse de la Bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan ce matin. Quelles nouvelles orientations pour la BRVM? C'est l'une des questions principales que le conférencier a tenté d'expliquer ce matin aux médias de l'UEMOA conviés à cette rencontre. Au nombre des journalistes figure Lassine Fofana, son compte rendu. La BRVM veut désormais accroître sa participation dans la construction, dans le développement de l'Afrique, particulièrement dans celui de la sous-région ouest africaine. Cela nécessite 1. De mieux conserver les acquis, 2. De proposer mieux. La 7e bourse africaine vise le top 5 d'ici 2020. Cela commande orientation nouvelle,
des actes et des actions à accomplir dans ce sens. Le conférencier, le directeur général de la BRVM donc, pour mieux faire partager sa vision, a présenté les différentes évolutions de la bourse depuis sa création en 1996, en passant par son fonctionnement effectif à partir de 1998 jusqu'à ses ambitions actuelles déclarées. Avec ses 37 entreprises cotées, 28 lignes obligataires, 108 adhérents, la bourse va continuer à œuvrer dans le transport, l'industrie, l'agriculture comme traditionnellement. En chiffres, la BRVM vaut aussi 2700 milliards de francs CFA, 240 opérations. Elle est active à 220%, une levée de ressources de 15%. 13e bourse la plus liquide en Afrique, elle veut rattraper ce qu'elle considère comme un retard et elle se sert l'outil de développement par excellence de nos États. Nous sommes l'instrument privilégié pour la mobilisation de ressources longues pour le financement des investissements à long terme. Donc il est important que cet instrument-là soit connu, soit utilisé par les États, par les institutions régionales, par le secteur privé, de manière à ce que, évidemment, les besoins d'investissement soient satisfaits pour la création de richesses et d'emplois dans nos économies. Vu comme le modèle d'intégration le mieux achevé, la BRVM dans les 5 ans à venir veut être le modèle immaculé de réussite du domaine. Dimanche au Caire en Égypte, la BRVM défendra la candidature ivoirienne pour abriter la prochaine rencontre des bourses africaines. Direction le Zanzan, la dernière étape de cette visite du chef de l'État a eu lieu ce vendredi dans le département de Bondoukou. Les comptes rendus de nos envoyés spéciaux dans cette édition spéciale présentée par Victorien Angoua en direct de Bondoukou. Bonsoir mesdames et messieurs, le président de la République a quitté vendredi Bondoukou pour Abidjan après une visite d'État de 4 jours dans le district du Zanzan. Le président Alassane Ouattara a visité du 27 au 30 novembre 9 départements des régions du Boukani et du Gontougo dans l'est de la Côte d'Ivoire. Partout où il est passé, le chef de l'État a invité les populations à s'inscrire dans le processus de réconciliation. Il a annoncé des investissements d'environ 450 milliards de francs CFA dans l'ensemble du district du Zanzan. L'une des bonnes nouvelles, l'ouverture en 2015 d'une université moderne à Bondoukou. Il était environ 17 heures quand l'avion présidentiel a décollé de l'aérodrome du village de Soko, aux communes de Bondoukou. Avant de prendre son vol, le président Alassane Ouattara était face à la presse. Au menu, le bilan de la tournée effectuée par le chef de l'État du 27 au 30 novembre dans le district du Zanzan. Un bilan jugé positif. Jérôme Kofi Abolé. Le président de la République face à la presse à la fin de sa visite d'État dans le district du Zanzan ce vendredi 30 novembre 2012. Avec les journalistes, environ une vingtaine, le chef de l'État a fait le point de cette visite de 4 jours dans les régions du Boukani et du Gogo. Le président Alassane Ouattara est revenu sur les centres d'intérêt entretenus tout au long de cette visite, entre autres les problèmes d'infrastructure, la paix et la réconciliation. Sur ce dernier point, le président de la République, répondant à une préoccupation des journalistes, a indiqué ne pas jouer le rôle de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, CDVR, qui selon lui a bien sa place dans le processus. La réconciliation pour lui étant l'affaire de tous. Les ONG d'ailleurs s'engagent dans cette volonté de réconciliation de nos concitoyens. Je félicite les artistes qui ont mené la caravane de la paix à travers le pays. Je pense que d'autres feront de même. Des ministres le font, des partis politiques le font, et bien entendu la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation également. Nous devons aller vite dans la réconciliation. Ce n'est pas chose facile, cela prend des années. Mais un élément essentiel de la réconciliation, c'est l'amélioration du quotidien des citoyens. Et c'est pour cela, pour moi, le programme économique est un catalyseur essentiel de la réconciliation. Et pour que nous ayons une croissance forte, il faut que tout le monde soit donc inséré dans cette volonté de réconciliation.
Pour ce qui est de la formation du gouvernement d'un camp, le président de la République a fait savoir qu'il s'agit d'un gouvernement de mission et rien d'autre. Mais un gouvernement d'union ne veut pas dire que tout le monde doit être dans le gouvernement. Cela doit être très clair, y compris mes alliés. Alors, je suis responsable de l'exécutif. Je dois mettre en place un gouvernement qui me permette d'offrir aux Ivoiriens ce que je leur ai promis. Le fait que tel ou tel parti ait un portefeuille ministériel n'est pas ma préoccupation. Je tiens à que ce soit très clair. À ce stade-ci, il me reste 3 ans de mon mandat. Je vais réussir ce mandat. Je vais être conforme aux engagements que j'ai pris à l'endroit des Ivoiriens. Et ce gouvernement que j'ai formé comprend des personnalités qui ont fait leurs preuves, ou dans le gouvernement ou ailleurs. Et le président Alassane Ouattara d'ajouter pour conclure sur ce point que l'équipe du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan s'inscrit dans sa vision de gérer la Côte d'Ivoire de sorte à atteindre les objectifs de développement fixés durant son mandat. Le président de la République a animé son dernier meeting vendredi matin au stade Ali Tibité de Bondoukou. Le président Alassane Ouattara a dressé un bilan partiel de ses actions dans le Zanzan. Il a aussi annoncé les projets à venir avec à la clé un appel à l'Union des Ivoiriens pour rebâtir la Côte d'Ivoire. Viviane Aïmé. 4 jours d'une tournée sans repos dans le Zanzan, où il s'est rendu dans 10 localités, a tenu 9 meetings, accordé de nombreuses audiences jusque tard dans ce vendredi matin. C'était l'apothéose au stade à l'intimité de Bondoukou, la population reconnaissant le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Cette tournée du président de la République va, à n'en point douter, véritablement lancer le réveil du Zanzan, une vaste région qui manque cruellement de nombreux équipements de base. Grâce au programme présidentiel d'urgence, 7 milliards de francs ont été déjà investis pour fournir un minimum d'équipements à quelques-unes des localités, en attendant que des investissements plus conséquents soient entrepris. 43 véhicules de type 4x4 ont été offerts par le président de la République au district pour renforcer l'autorité de l'administration à travers le corps préfectoral et la police dans cette partie du territoire national. Le déploiement de tous ces véhicules a ajouté à la confiance des populations. Le chantier est immense dans le Zanzan, mais le président de la République a demandé à ses compatriotes de lui faire confiance. Je suis conscient que le taux de pauvreté est le plus élevé dans cette partie de notre Côte d'Ivoire. Et nous avons déjà investi 7 milliards de francs CFA dans ce programme d'urgence pour rénover et équiper les hôpitaux, pour réparer les pompes, rénover et construire des nouvelles classes, distribuer gratuitement des kits scolaires à nos enfants et reprofiler certaines routes. Mais cela n'est qu'un début, car nous avons l'intention d'investir 178 milliards de francs CFA dans le département de Bondoukou. Oui, et vous pourrez me faire confiance, nous ferons cela. Nous allons aussi construire, comme je l'ai annoncé, un lycée de jeunes filles avec internat à Bondoukou. Nous allons aussi, comme promis durant la campagne, construire une université à Bondoukou. Je pense qu'en 2015, l'université de Bondoukou devra ouvrir ses portes. Cette région a besoin de beaucoup plus d'investissements que les autres, car il y a un retard à combler. Et nous avons prévu le bitumage de plusieurs axes, dont l'axe Bondoukou-Soko, donc à la frontière Ghana. La construction du pont sur la Comoé vous tient à cœur. Nous avons déjà mobilisé les 5 milliards de francs CFA dont nous avons besoin. Et en mars prochain, la construction du pont sur la Comoé également va démarrer. Mais tout cela ne se fera et se fera rapidement si nous sommes véritablement rassemblés. Signe que la réconciliation nationale est effectivement en marche, de nombreux ressortissants du Zanzan qui avaient manifesté de l'hostilité au soutien du président Alassane Ouattara lors de la présidentielle sont venus faire amende honorable au cours de la tournée du président de la République. La visite
Le président de la République dans le Zanzan a donc connu son apothéose vendredi. Le stade Ali Timité de Bondoukou était surchauffé. Il fallait un dispositif de sécurité conjoint mis en place par les forces républicaines de Côte d'Ivoire pour contenir la foule. En tout cas, les forces de défense et de sécurité ont montré leur complémentarité et leur efficacité sur le terrain. Abou Sanogo. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire et la police nationale ont réussi le pari de la sécurité au cours de la visite du président de la République Alassane Ouattara dans le district du Zanzan. L'impressionnant dispositif de sécurité mis en place au cours du meeting de clôture en est la preuve. À l'intérieur du stade El Hadj Ali Timité, aussi bien qu'à l'extérieur, les dispositions sécuritaires respectaient les consignes les plus strictes. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire et la police nationale viennent ainsi de démontrer leur complémentarité et leur efficacité. Dispositifs aériens et terrestres, sécurisation des points sensibles et stratégiques. À Bondoukou, tout comme à Bouna, Doropo, Teini, Nassien, Sandégué, Kounfao, Tanda, Transua et Gouméré, la sécurité était de mise pour contenir tout débordement. Toute chose qui a permis au général du corps d'armée Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, assisté des généraux Gévé Kwasi Kwaku, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, et Bredou Mbia, directeur général de la police nationale, de féliciter l'ensemble des personnels de défense et de sécurité pour tout le travail accompli. Nous saluons l'effort qui a été fourni par l'ensemble de toutes les forces qui ont travaillé la main dans la main, comme appartenant à une seule force, tant ils étaient imbriqués les uns dans les autres, chacun jouant sa petite partition, mais l'ensemble contribuant à la sécurisation parfaite de la visite. Satisfaction totale. Pour rappel, le dispositif conjoint de sécurité a été mis en place bien avant l'arrivée du président de la République Alassane Ouattara. Il avait pour mission de sécuriser toute la visite du chef de l'État dans les districts du Zanzan et du Boukani. La visite du président de la République, Alassane Ouattara, dans le Zanzan doit sa réussite à l'efficacité du comité d'organisation, fait d'ailleurs relevé par le chef de l'État lors de son meeting vendredi au stade Ali Timité. Avec Thomas Guessambi, je vous propose de suivre les différents artisans de la réussite de l'événement. Pour tout le succès qui entoure la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le district du Zanzan, ils sont là. Avant, pendant et après. Eux, ce sont les hommes et les femmes des médias. Pour leurs différents organes et entreprises, ils déploient l'artillerie. À côté d'eux, la logistique pour permettre à un plus grand nombre de personnes de vivre en direct l'événement. La sécurité, ceux qui l'assurent sont au four et au moulin pour rester toujours dans le juste milieu des exigences. Dans cet aéropage, les techniciens de l'énergie électrique alimentent de jour comme de nuit les différents sites du rendez-vous du président de la République avec les populations. Que dire des professionnels des urgences et de la protection civile? Tous sont là. Bref, l'œil observateur a pu voir et noter les différentes contributions qui ont favorisé le succès de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le district du Zanzan. Justement, la satisfaction s'est ressentie chez les populations du Zanzan. Thomas Guessambi a recueilli quelques propos des uns et des autres. Nous les écoutons. 4 jours intenses, 4 jours où les populations se sont données et on se demandait, mais le dernier jour, est-ce qu'ils allaient pouvoir encore tenir? Là, nous partons satisfaits. C'est une mobilisation exceptionnelle. Bondoukou est venu dire au président, nous sommes avec toi, tu es notre frère, tu es notre fils, nous sommes avec toi définitivement. Le président Alassane Ouattara lui-même, comme on le dit communément, c'est lui la solution à tous les problèmes. Alors nous disons que nous espérons et nous sommes sûrs et certains que nos espérances seront comblées. C'est une visite mémorable. Comme l'a indiqué le président de la République, c'est un fils de la région et il avait promis des solutions pendant sa période de campagne. Aujourd'hui, nous sommes en face de la réalité. Le rêve, le tant attendu est devenu une réalité. Avec toutes les grandes promesses que le président de la République a eu à faire déjà, nous sommes vraiment dans la réalité.
La population en avait besoin. La jeunesse était dans une souffrance totale. Je crois que le soleil qui commence à se lever. Je crois qu'on va maintenant respirer. En termes de développement, c'est une synergie d'action. Nous savons effectivement les pesanteurs culturelles qui font que nos filles ne vont pas à l'école. Je pense que nous avons à notre niveau et nous pouvons partager cette expérience dans tout le district, à savoir sensibiliser nos parents, sensibiliser les jeunes filles pour qu'elles aillent à l'école, parce que l'école aussi c'est l'avenir d'un pays. Donc nous avons, nous les cadres, une action de sensibilisation à faire, de sorte que nos filles voient vraiment la nécessité d'aller à l'école et d'aller très loin à l'école. Les élèves ne sont pas restés en marge de l'événement, ils se sont exprimés au micro de Patricia Omouetia. Du président de la République dans le district du Zanzan, un giga meeting s'est tenu à l'intimité de Bondoukou. Les populations sont sorties nombreuses pour voir et entendre encore une fois le président Alassane Ouattara. Ni les enfants, ni les élèves des lycées et collèges de Bondoukou n'ont voulu rester en marge de cette manifestation. Ils ont partagé leur joie et leur espérance. Ça me plaît. Oui, pourquoi ça te plaît? Parce qu'il a arrangé notre pays, la Côte d'Ivoire. Il s'appelle Ouattara Alassane Dramane Ouattara. Je suis en joie. Parce que le président Alassane Ouattara, il a amené des bancs et les kits scolaires au lycée de Bondoukou. Et je suis très très content. J'ai vu Alassane, il me plaît. Oui. C'est mon grand-père. Oui. Si je le vois comme cela, oui, je ne peux plus manger. Parce que là, notre école là, il a arrangé ça. Notre ville là, il a tout arrangé. Il me plaît. Que Dieu le bénisse. En fait, j'ai vu mon président en face et la première dame. En plus de cela, mon ministre de l'Éducation nationale. Donc, ce que moi je pouvais vous dire, je suis très heureuse. Ce qu'on veut dire, c'est que le président nous donner un centre des armées à Bondoukou. L'enseignement technique, quoi. Parce que nous, on va proposer à Bengourou. Ce qui n'est pas normal, que ça ne nous arrange pas aussi. Tout ce que nous n'avons pas à Bondoukou, il nous a permis de voir tout ce que nous voulons. Genre, tout ce qu'on voulait à Bondoukou, on le remercie beaucoup. 1000 fois merci pour le président Alassane Dramane Ouattara. Un invité sur notre plateau, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, vient dresser un bilan de la tournée du chef de l'État dans le district du Zanzan, et c'est pour tout à l'heure. Personne ne voulait se laisser compter l'événement. Vendredi à 7 h, le stade à l'intimité était quasiment en plein. Plusieurs groupes de danse ont rivalisé d'ardeur quand les populations se bousculaient pour voir et entendre le président Alassane Ouattara. Bondoukou, la capitale du district du Zanzan, se réserve le meilleur dans cette visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara. C'est le moins qu'on puisse dire. Très tôt, c'est par vagues impressionnantes que les différentes communautés prennent d'assaut le stade à l'intimité, théâtre de l'événement. Dans cette enceinte, les groupes de chant et de danse rivalisent d'ardeur. La fanfare de Mobiano, la danse Koulbi de Marabasso, les femmes Sénoufo de Bondoukou réunies au sein de la danse Sugata, les communautés CDAO et ce qu'elles ont comme danse. Tous, autant qu'ils étaient, chacun voulait donner le meilleur de lui pour accueillir son président. Autre aspect non moins impressionnant, le déferlement humain, comme un fleuve puissant, se ferait irrésistiblement un chemin. Devant cet écran géant, dans la même enceinte du stade, c'est un monde qui s'y invite. Le plus important, la même vibration, dans le même lieu que le président de la République, Alassane Ouattara. Un reportage de Thomas Guessabier. Je vous propose de suivre la séance de prière à la mosquée centrale de Bondoukou. Le chef de l'État y était pour prier après sa tournée dans le Zanzan. Ici encore, le président de la République a invité les Ivoiriens à la réconciliation. Mosquée centrale de Bondoukou, le président Alassane Ouattara arrive pour la grande prière du vendredi. Celle-ci est dirigée par le grand imam, Cheikh Mohamed Kalonga Timité. Celui-ci, dans son sermon du jour, insiste sur les valeurs sacrées du mariage que sont la fidélité et le respect mutuel entre époux. Après les 2 rakats, temps fort de l'office du vendredi chez les musulmans, une lecture complète du Saint-Coran. Le tout ponctué par des bénédictions a mis fin à la prière.
Le président Alassane Ouattara, très heureux d'y avoir pris part, exhorte tout le monde à s'inscrire dans le processus de paix. C'était une opportunité de venir surtout le vendredi saint, prier dans cette mosquée, avec l'imam Antimité, et prier pour la paix en Côte d'Ivoire, prier pour l'entente ivoirienne, et prier pour que le pays continue d'aller de l'avant. La route, un obstacle au développement des villages rattachés à Siefri et à deux sous-préfectures dans la région du Gontougo. Ce n'est pas une spécificité dans le district du Zanzan, mais les populations de ces deux localités expriment ce qu'elles appellent la douleur silencieuse au président de la République, Eugène Atoubé. Pour Transua, nous faisons une escale à Gouméré. À la vue du véhicule de reportage, les chauffeurs de la gare routière et des passagers nous approchent. Ils nous supplient pratiquement, nous demandant de leur tendre notre micro pour exprimer leur cri de cœur face à la caméra. Le tronçon Gouméré, Bondoukou est goudronné, mais tout le reste c'est des pistes. Mais il y en a même, on ne peut plus pratiquer. Gouméré Kofitia, c'est plus praticable, donc on ne va plus là-bas. La population souffre. On ne peut plus se déplacer dans les véhicules, ils marchent à pied. Donc nous aussi, ça diminue un peu les activités aussi. La voiture ne peut pas rentrer à Taoudi. Les routes sont gâtées. Depuis 1996, il n'y a même pas eu de machine pour gratter les routes. 100 degrés Tanda, ça fait 50 km seulement. Mais les véhicules font 4 heures du temps avant d'arriver à Tanda. Parce que la route n'est pas bonne. Ces témoignages nous avaient déjà donné une idée de notre parcours. On aura mis plus d'une heure pour atteindre Assoufri, notre seconde escale. 35 km de route pareil à un parcours du combattant. Ici, tout le monde s'accorde pour dire que la route freine le développement d'Assoufri. Dans le département de Bondoukou, après Tanda, si ce n'est pas Assoufri, elle n'a pas vu de comme ici encore. On voit que le président de Cap prend Tanda jusqu'à la frontière. Ça nous on veut quoi? Le Cap Bouzolé, tout ça là. S'il y a les grands commerçants qui passent là, c'est s'ils passent à cause de l'état de la route, ça va pas jusqu'à Noé là-bas. C'est ici qui est plus court chemin. Ce qui est une douleur mal contenue et accentuée par une attente contrariée. Pour la population, c'est une attente trompée. L'érection du voisin Transua en département au détriment d'Assoufri. Du coup, les deux localités liées par la même histoire de peuplement se regardent aujourd'hui en chien de faïence. Nous ne sommes pas d'accord. Transua a trahi Assoufri. C'est-à-dire nous, on avait réuni ici plusieurs fois. Et les gens de Transua disaient que pour tous les arbres, on a qu'à chercher un préfecture qui va nous commander. On leur a demandé que où ça va, le préfet va rester. Et même ils ont dit que c'est Assoufri qui est le chef de lieu, que c'est Assoufri qui va résister le préfet. Nous ne voulons pas même aller à Transua aujourd'hui ni demain. Donc nous sommes toujours dans notre Assoufri. Si ça ne va pas, on retourne à Bondoukou. Assoufri, c'est Assoufri. Transua, c'est Transua. Quelqu'un qui est venu nous demander un terrain pour s'asseoir. Aujourd'hui, on lui donne un terrain, il construit un campement, et c'est ce campement qui devient un seul département, vous venez nous commander. Les Abrons ne peuvent pas comprendre. Et ils sont Pidango, ils ne sont pas de la lignée royale. Nous sommes à Himbié, nous sommes de la lignée royale. Entre la sous-préfecture d'Assoufri et le département de Transua, une rivalité de famille transposée sur le plan de la succession du trône du roi d'Hébron. Aujourd'hui, cela apparaît au grand jour. C'est vrai qu'au départ, il y avait quelques dissensions, mais aujourd'hui, toutes les populations, de tous les villages environnants d'Assoufri ont compris qu'il est temps que nous nous mettions ensemble. Le peuple ne sait à quel sein se vouer, à quel roi aller se faire allégeance. Cela pose problème. Je crois que les chefs de province en tirent profit. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas désigner le roi des Abrons. Ce n'est pas une question d'administration ou du président de la République. Il faudrait que les chefs de canton aient le courage de dire la vérité au président de la République pour qu'il sache ce qu'il doit faire pour l'unité de notre région. 3 personnes se disputent le trône. Outre Nana Aguiman du village d'Amanvi, il y a l'adversité Transua Assoufri symbolisée par ces deux autres prétendants. Ce sont respectivement Nana Pierre Ier de Sokodoua et Nana Kwakumaïzan d'Adandia. Tous y voient dans la visite du président de la République dans le Gontougo une réponse définitive à ce désordre de lèse-majesté qui dure depuis plus de 20 ans.
Alors, monsieur le ministre, avant de parler de bilan, l'on a observé un peu partout dans le district du Zanzan, c'est le même problème, l'électricité, l'eau, les routes, vous avez constaté tout à l'heure dans l'élément. Qu'est-ce qui n'a pas marché véritablement? Est-ce que les cadres, les élus ont-ils failli? Par rapport au fait de développement, il faut dire qu'effectivement, nos deux régions ont connu beaucoup de difficultés. Vous savez, depuis 2002 jusqu'à maintenant, les routes sont restées sans être réhabilitées. L'approvisionnement en eau potable également ne suit pas l'évolution des populations. Cela pose d'énormes problèmes dans nos deux régions. Vous voyez que de plus en plus, et d'ailleurs depuis que le président de la République a décidé de venir dans le district du Zanzan, il y a des réhabilitations qui sont faites. Aujourd'hui, nos routes sont praticables. Vous avez dû le constater. Mais on ne pouvait pas tout faire en l'espace d'1 ou de 2 mois. C'est pour cela que vous avez fait le constat. Sinon, dans le programme qui a été établi, les routes qui viennent d'être citées vont être réhabilitées. Et l'un des souhaits des populations, c'est qu'après la visite du chef de l'État, que les travaux continuent à être faits. Et le président de la République, en la matière, nous a donné l'assurance que les machines ne vont pas délocaliser. Le travail va être continué. Et ça nous réjouit. Alors vous êtes membre du comité d'organisation de la visite du chef de l'État dans le district du Zanzan. Et quelles leçons tirez-vous après la parfaite organisation, d'ailleurs relevée par le président aujourd'hui au cours de son meeting au stade Alitimité? D'abord, nous rendons gloire à Dieu de nous avoir permis de réaliser cet exploit. Au départ, nous avions des appréhensions parce que la visite a été programmée pour 4 jours. Et les populations avaient souhaité que le président de la République aille dans toutes les localités qui sont les chefs-lieux des départements. Cas de transfert qui n'était pas prévu. C'était difficile. Transfert et Nation n'étaient pas prévus. Mais le chef de l'État, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a accédé à nos doléances. Il a fait tous les départements du district du Zanzan. Ça, c'est très important. Et on nous a indiqué un timing qu'il fallait suivre. Nous avons demandé à tous ceux qui devraient faire des discours de faire en sorte que le président vraiment puisse nous parler, parce que c'est le président qui vient nous parler des réalisations qu'il entend faire pour nos régions. Donc il ne nous appartient pas tellement de parler, surtout que nous avions confectionné un livre blanc que nous devrions remettre au chef de l'État. En tout cas, cela nous a rassurés. Les élus nous ont facilité la tâche en respectant le timing qui a été indiqué. Ce qui fait que, bon, on n'a pas eu tellement de difficultés. Les retards qui ont été constatés ça et là ne sont pas de notre fait. Souvent, c'est par rapport au temps, parce que pour que le chef de l'État, le président de la République, puisse aller dans ces localités, il fallait vraiment utiliser comment on appelle ça, les hélicoptères. Et ce qui fait que de temps à autre, quand par exemple les conditions climatiques, au niveau de la météo, quand il y a des problèmes, on est obligé d'attendre. Et c'est ce qui a fait qu'il y a eu quelques retards. Mais dans l'ensemble, tout s'est très bien passé. Les élus qui ont fait les discours se sont bien comportés et nous voudrions profiter de votre... Dites-moi, monsieur le ministre, les élus et cadres ont-ils compris la nécessité de s'unir? Parce que l'on a senti un peu partout cette solidarité, cette mobilisation des élus qui sont d'ailleurs, qui viennent vous rejoindre dans une autre ville. Oui, mais vous savez, le nom du président de la République, Alassane Ouattara, est fédérateur. Nous l'avons choisi comme notre président. Et voilà que le président est élu, il a commencé à faire du travail, et les populations sont vraiment contentes. Elles ont décidé de venir lui témoigner leur sympathie, lui témoigner leur attachement.
C'est ce qui a été fait. Nous avons sensibilisé les cadres de toutes les tendances, qu'on soit LMP, qu'on soit PDC, IRDR, UDPC. En tout cas, tous se sont mobilisés pour venir soutenir d'abord le président de la République, l'accueillir dans les différentes localités. Vous avez vu les déplacements des uns des autres. Souvent, même quand on a souhaité aller dans une localité, par rapport au fait que le président était héliporté, on a des difficultés pour suivre. C'est surtout dans d'autres étapes qu'on peut rattraper. Et donc c'est vous dire qu'effectivement, au niveau de la mobilisation, les cadres étaient unis. Vous avez vu tous nos chefs. Oui, monsieur le maire, nous l'avons constaté pour terminer. Vous êtes incontestablement l'un des artisans de la réussite de cette rencontre. Il y a eu certainement des imperfections, des couacs par-ci par-là. Un message, un dernier message, juste 30 secondes. Oui, je ne suis pas le seul artisan. L'un des artisans. D'abord, il y a notre chef qui est le président du comité d'organisation, le ministre d'État Ahmed Bakayoko. Il nous a fait confiance. Je lui disais tout à l'heure que, monsieur le ministre d'État, nous avons reçu notre mission parce que vous n'êtes pas un chef dictateur. Vous nous avez donné la possibilité vraiment de nous exprimer. Et je crois que ça a joué beaucoup dans la réussite de cette mission. Un message pour les populations. Un message, c'est de dire à nos parents, parce qu'effectivement, il y a eu quelques frustrés. Des populations ont attendu dans certaines localités et compte tenu du nombre impressionnant, on n'a pas pu les transporter tous. Et quelque part, elles s'en trouvent bouleversées. Donc nous profitons du micro pour leur présenter toutes nos excuses. Et puis ensuite, quand vous attendez 1000 personnes, que par la suite ce sont plus de 10 000 personnes qui arrivent, il y a des difficultés pour les nourrir. Et je suis convaincu que certains sont rentrés sans avoir eu l'occasion de se nourrir. À cela aussi, nous présentons des excuses. D'ailleurs, moi je suis resté, et je ne suis pas parti à Abidjan, parce que je vais faire un peu le tour pour faire le point et si possible aller vers les populations, leur présenter des excuses. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tout le monde est satisfait. Le président est venu, il a porté la joie, il nous a donné la possibilité de nous exprimer. Son épouse, Madame Dominique Ouattara, a fait que nos femmes, nos enfants sont dans le bonheur, puisque elle nous a fait d'importants dons. Et ça, nous ne cesserons jamais de lui dire merci pour le travail qu'elle fait aux côtés de son époux. Et moi aussi je vous dis merci d'avoir participé à ce journal qui est bel et bien terminé. Toute l'équipe technique se joint à moi pour vous dire merci. À vous Abidjan. Fin donc de cette deuxième visite d'État du président Alassane Ouattara. La première a eu lieu au mois d'avril dernier dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Sous-préfecture, vieille de 51 ans, Séguélon est devenu département en juillet 2012. Le premier préfet de ce département sera installé officiellement demain samedi par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Pour la réussite de l'événement, les élus et cadres mobilisent les filles et fils de Séguélon. Le préfet qui sera installé ce samedi 1er décembre par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko a été nommé en septembre 2012, 3 mois après l'érection de Séguélon en département. Une raison pour les élus et cadres de cette localité au nord de la Côte d'Ivoire de dire leur reconnaissance au chef de l'État. Pour eux, l'acte d'érection de Séguélon en département répond au souci de développement souhaité par ses fils, lesquels sont donc invités à se mobiliser autour de leur tout premier préfet. Pour nous, c'est un événement exceptionnel dans la mesure où pratiquement depuis une quinzaine d'années, nous courons après la réalisation de ce projet. Et la présence du ministre qui nous a fait à la fois l'honneur et la fraternité de parrainer ce haut événement est pour nous également un cachet spécial qui relève le niveau de cette rencontre. Je voudrais dire à nos parents, de l'ensemble du territoire, que cet événement est historique. Il ne faut pas le manquer.
Le nouveau département de Séguélon est situé plus précisément dans la région de Kabadougou. Le président Alassane Ouattara, alors président du Rassemblement des Républicains, y a effectué une visite en 2009. Fin de cette édition, il faut retenir que le président Alassane Ouattara est attendu lundi prochain à Paris, où se tiendra la réunion du groupe consultatif sur le financement du plan national de développement. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Ali Diarra Soubar. Bonne suite de programme sur RTI 1 et portez-vous bien.